À l'Ouest, vous écoutez le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Je suis Cole Armin et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Vous pouvez réécouter nos précédents épisodes sur YouTube, Apple Podcast et Podcast Addict. Ce soir, nos deux invités sont des habitués. Vous les avez déjà entendus dans nos épisodes 1 et 3 au sujet de L'Homme de la Plaine, La Flèche brisée, Rivière sans retour et Little Big Man. Bonsoir à Arizona Kid, alias Thibaut. Bonsoir à tous. Toujours très content de participer à cette émission et j'espère que nous passerons tous ensemble un très bon moment. Merci Thibaut. Et bonsoir à Jeune Papouze, alias Fred. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir de venir à cette tribune, surtout qu'on est très très bien accueillis toujours. Le petit verre à côté qui va bien. C'est très sympa, ça fait plaisir. Merci Fred. Ce soir, nous allons parler d'un réalisateur méconnu, George Sherman. Il y a peu d'écrits sur George Sherman. Aussi, ce podcast sera sans doute très laconique en matière de biographie, mais se concentrera pour ce premier épisode d'une série que nous espérons longue sur les œuvres indiennes de ce réalisateur. Pour commencer, voici quelques mots sur George Sherman. George Sherman est un réalisateur méconnu. Pour le définir, commençons par son contraire. Ce n'est pas le vice-président James S. Sherman. Ce n'est pas William Tecumseh Sherman, général de l'armée de l'Union. Ce n'est pas la ville de Sherman au Texas. Et ce n'est pas Vincent Sherman qui a dirigé l'Étoile du Destin, Lone Star, avec Clark Gable et Ava Gardner pour la MGM. L'histoire veut que Vincent a pris la direction de ce film qui aurait sans doute boosté la carrière de George Sherman ayant été considéré au départ pour diriger ce film. George Sherman, ce n'est pas un réalisateur à négliger, pour beaucoup ce n'est pas un auteur, en tout cas ce n'est pas un tâcheron. Alors qui est-il ? George Sherman, c'est l'action, la réalisation, la couleur, des travelling, des plans originaux. Passé des débuts prolifiques avec John Wayne, il a dirigé la majorité de ses meilleurs films pour l'Universal et représente à merveille le corpus de films issus du studio dans les années 1950. Sherman a travaillé avec la majorité des grandes stars de l'Universal, Yvonne De Carlo, Joel McCrea, Howard Duff, Jeff Chandler, Jock Mahoney, Rory Calhoun et bien sûr Audie Murphy. Sherman a dirigé John Wayne dans la série des Three Musketeers pour la République, si bien que Wayne a toujours gardé une bonne opinion de Sherman et l'a fait venir comme producteur des Comancheros, puis réalisateur de Big Jake en 1971. George Sherman, en un mot, c'est la polyvalence. C'est un réalisateur qui, dans son œuvre, a abordé plein de sujets, des scénarios plus classiques, de bandits de grand chemin, des personnages historiques, Calamity Jane, Jim Bowie, Sam Bass, Crazy Horse, des films autour du Mexique, des films sur la nature, les chevaux, les villes et bien sûr la cause indienne. C'est aussi un réalisateur qui a la qualité de savoir concilier des scènes d'action extrêmement habiles avec des scènes plus dramatiques au milieu d'un ton parfois un peu plus léger. Le tout avec des extérieurs souvent mémorables en Technicolor. Car la quasi-totalité des westerns postérieurs à 1946 du réalisateur sont, et c'est très rare, en couleur. C'est un signe que les studios lui accordaient une importance et lui permettaient de montrer la nature, l'Ouest et ses paysages. Sherman avait un talent dans la façon de filmer, on le voit avec des trouvailles visuelles. Ses films respirent la nature, sont parfois bucoliques et apportent une vraie fraîcheur. Dans chacun d'entre eux, il y a au minimum quelques plans de paysages verdoyants avec des chevauchées.
On se croit dans l'Ouest. Des films comme Tomahawk, Comanche, Le Diable dans la peau ou Le Grand Chef bénéficient de superbes plans, parfois en cinémascope, malgré les limitations du budget. Sherman avait de belles idées visuelles. Si George Sherman n'est pas un auteur, il a pourtant abordé toute une série de thématiques dans ses westerns. La justice, la bêtise humaine, le racisme, la famille, le faux coupable. Souvent, sa lecture du sujet est originale. J'aimerais citer un article d'un cinéphile appelé Robert Emmett Sweeney, un Américain qui sur son blog écrivait en avril 2013 « Dans ses westerns, Sherman ne peut pas filmer une victoire sans dépeindre la perte qui en résulte. Il n'y a pas de héros ou de méchants, juste des personnes imparfaites avec des croyances et des perspectives enracinées et inébranlables qui les mettent en conflit. Que certains meurent et que d'autres survivent semble accessoire à ces westerns qui visent simplement à voir ce qui fait vibrer les gens, puis s'arrêtent. George Sherman ne pouvait pas arrêter de faire des films, mais il n'était pas seulement un artiste prolifique, mais un artiste profond. George Sherman a souvent été décrié par la critique française avant d'être peu à peu réhabilité. On l'a vu en France avec la collection Sidonis qui comporte la majorité de ses films. Patrick Brion et Bertrand Tavernier ne manquent pas d'éloges pour le réalisateur. Quand on y repense, il n'y a pas des dizaines de réalisateurs de western qui ont l'actif de George Sherman. Certains diront que sa filmographie est inégale, certes, mais il n'est pas difficile de trouver une dizaine, voire plus, de films intéressants ou très intéressants. Le western est un genre qui lui convenait bien. Sherman mérite qu'on s'y attarde. Il y a tant de livres et d'études sur John Ford, à quand un livre sur l'œuvre de George Sherman? Nous avons, sur Western Movies, toujours essayé de mettre en valeur le réalisateur et ses films. Quand je me suis intéressé à George Sherman au milieu des années 2000, très peu de ses films existaient en vidéo. Il était difficile de se les procurer. D'ailleurs, nous avions suggéré dans la liste des westerns que nous souhaitions voir édités par Sidonis une bonne partie de ses réalisations. Aujourd'hui, je suis ravi de dire qu'en France, nous avons le plus grand nombre de films de George Sherman pour la période Universal édités en DVD au monde. Il faut savoir qu'aux États-Unis et en Angleterre, très peu de ces films existent, à l'exception des John Wayne des années 1930. Il y a eu aussi des sorties en Allemagne, notamment un coffret par Koch Media. Je salue donc ici le travail de Sidonis et d'Alain Carador pour réhabiliter l'œuvre de George Sherman. L'effet rareté est terminé. Ces films sont accessibles au plus grand nombre grâce aux DVD et Blu-ray et vous n'avez plus aucune raison de ne pas les découvrir. C'est une très belle présentation. Ouais, non, mais c'est sûr que là, on demande, ça demande forcément de mettre tout ça en perspective. Vincent Sherman, donc tu faisais référence à l'étoile du destin, il me semble avoir lu, alors corrigez-moi si je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est une erreur en fait. C'est-à-dire que ce film devait être mis en scène par George, et finalement on s'est trompé de Sherman. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il me semble que j'ai lu aussi cette anecdote. Oui, c'est tout à fait exact. Il me semble aussi que Sherman, dans ce que j'ai lu des livres de Bertrand Tavernier et Coursaudon, ils sont pas tendres avec lui dans les 50 ans de cinéma américain. Alors peut-être qu'effectivement il a revu son jugement à la hausse. Tavernier disait que ils ont réévalué leur jugement et ils sont contents d'avoir pu le faire parce qu'ils ont pris conscience d'avoir été un peu dégueulasse vis-à-vis de lui. Sherman, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Quand je commençais à m'intéresser vraiment au genre, puisque j'ai commencé
2016 à peu près. J'achetais à OCD, où je me fournis essentiellement depuis des années, un petit peu par hasard, au feeling, je piochais de ci, de là. Et au départ, je faisais pas tellement attention si c'était Sherman, si c'était un autre. Et petit à petit, je me suis rendu compte, oui, que j'avais une petite provision de Sherman. Et j'ai pris conscience que un des thèmes qui sous-tendait sa filmo-westernienne, c'était les Indiens. Et à chaque fois que je voyais un western d'Indiens avec Sherman, comme ceux que j'avais pris me plaisaient bien, je me disais, tiens, lui, il doit pas être mal, je le prends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce réalisateur. Mais comme vous disiez, on ne trouve pas beaucoup d'informations sur lui, tout simplement parce qu'aux États-Unis, il devait être considéré comme un vulgaire tâcheron. Et d'ailleurs, pour l'essentiel, comme ça a été dit, on a la plus grande collection de DVD western au monde. Je crois qu'on peut s'enorgueillir de ça grâce à Sidonis. On a des titres que même les Américains eux-mêmes s'en désintéressent totalement. Les films, soit ils sont édités là-bas au compte-gouttes ou dans des copies pourries, voire pas édités du tout. Parce que ça ne les intéresse pas, les studios veulent pas restaurer les copies. J'ai lu que vraiment là-bas, c'est la disponibilité en western, en DVD, c'était vraiment peau de chagrin pour le western classique. Maintenant, peut-être qu'en Blu-ray, notamment chez Warner Archive, il y a des choses qui sortent. Et pour la Universal, il y a eu quelques séries de cassettes avec ces boîtiers en carton, comme les cassettes d'enregistrement là, qui sortaient dans les années 90. Mais sinon, en DVD, je ne crois pas qu'ils aient grand-chose. Et hormis le fait qu'effectivement on puisse trouver pas mal de DVD sur Sherman, il serait bien quand même d'avoir des films sortis dans le format d'origine quand même. Et ça, malheureusement, ce que tu dis là, Fred, là tu soulignes une grosse perte, une grosse tragédie de cinéma, parce que beaucoup de ces films ont brûlé dans l'incendie d'un entrepôt d'Universal. C'est-à-dire les copies au bon format à respecter Cinémascope ont été détruites. Il reste plus que les pan and scan. Ça, je connaissais pas cette info. Je trouve ça regrettable. C'était en 2008. Il y a eu un gros incendie dans un entrepôt de stockage de copies de bobines. Et énormément de films ont disparu, c'est-à-dire de copies originales. Alors tout ce qui nous est parvenu, notamment des Rory Calhoun, l'essentiel des Rory Calhoun sont au format recadré pan and scan, parce que les copies originales ont disparu. C'est très regrettable, en effet. Donc là, et ça montre vraiment, comme pour reprendre le mot de Brion, l'incurie des studios américains quant à la préservation de leur patrimoine cinématographique. Et pourtant, on trouve une différence souvent dans les zones 1 et les zones 2. Eh oui, c'est ça que je comprends pas. C'est que, tu vois, par exemple, on faisait référence tout à l'heure à War Arrow, l'assaut de Fort Clark, où en effet, le zone 1 est au format, on va dire, original, académique, 1.33, 1.37, je ne sais pas. Mais le zone 2, lui, par contre, il est au format widescreen. Oui, 1.78 pour être exact. Voilà, et du coup, est-ce qu'il a été recadré? Est-ce qu'il a été zoomé? Est-ce qu'il a... On ne sait pas. Oui, à mon avis, il a été recadré, puisqu'il manque dans certains plans, sur le 1.33, on voit les chevaux en pied, et sur le 1.78, les chevaux n'ont plus de pattes, par exemple. Et du coup, c'est de l'OpenMate? Et le 1.33, c'est le plein écran, quoi. Enfin, le OpenMate. Oui, ouais, c'est ça, le OpenMate. Donc, du coup, à la limite, je dirais que c'est moins grave, ça. Voilà. Par contre, à propos de ces bidouillages de format, il y a Vengeance à l'aube de Sherman, justement, avec Rory Calhoun. Lui, il a subi un double recadrage dégueulasse. C'est-à-dire que le DVD Sidonis, ils sont partis, enfin, la copie qu'ils ont eue, ils sont partis d'une copie qui avait déjà été recadrée à partir du 1.33, donc elle était large, mais dans laquelle ils ont taillé un pan and scan 1.33 à nouveau. Ce qui fait que le film est 2 fois recadré, 2 fois plus gros que ce qu'il devrait être. Non, mais là, et il y a de grosses portions qui manquent, en fait. C'est une hérésie, là. Enfin, oui. C'est incompréhensible. Et malheureusement, on ne peut rien faire parce que c'est la dernière copie qui subsiste. Sherman, pour moi, comme disait Thibaut à juste titre, sur les Indiens, c'est effectivement un des grands cinéastes qui
qui a su vraiment parler de la cause indienne. Moi, je mettrais sur le même plan Tomahawk avec La Flèche brisée et La Porte du Diable. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, Tomahawk, personne n'en parle quasiment. Je comprends pas. C'est vraiment, pour moi, Tomahawk, c'est vraiment un de ces chefs-d'œuvre ultimes où, en fait, 40 ans avant Danse avec les loups, on entend du Lakota. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Et puis, c'est un des meilleurs rôles de Van Heflin aussi. Oui, mais tu vois, il n'hésite pas en plus à aller sur les lieux même où se déroulait l'action, à filmer dans le Dakota, dans le Wyoming, dans le Montana. Tu faisais référence tout à l'heure au Mexique aussi. Donc, il a effectivement, pour moi, il a une valeur ajoutée que n'ont pas forcément les autres qui se contentent. Alors, Cheikh Papi, j'aime bien, mais c'est vrai que Monument de Valley, c'est sympa comme cadre, mais c'est pas historique. Donc effectivement, ça change. Moi, j'adore Ford, mais Sherman, il a ce souci d'authenticité que peut-être n'ont pas les autres. Donc ça, pour moi, c'est un plus. Ensuite, il se permet quand même de faire jouer des vrais Indiens. T'as quand même Jesse Ever Hills, t'as John Warrigal. C'est pas rien, quoi, tu vois. Donc en fait, pour moi, Sherman, je dirais que c'est vraiment un cinéaste qui est très très sous-évalué et c'est très dommage. Et c'est un cinéaste qu'on pourrait qualifier d'humaniste vis-à-vis des Indiens, comme Delmer Daves, et à une époque où ça allait pas de soi et où l'examen de conscience hollywoodien n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, ouais, c'est vrai que ce Sherman, il a fait des quantités de films, c'est quasiment, on va dire, pour dire un faiseur, mais moi je dirais plus que ça, puisque je crois que c'est Yosemite qui analyse ses plans, et c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur le cinéma rien qu'en regardant les génériques, les séquences qu'il maîtrise, où en fait il y a quand même une maîtrise de la mise en scène. On en reparlera dans les films qu'on va citer ce soir. Je crois qu'il y a 8 films au programme, donc on va pas s'ennuyer. Très bonne transition. Ce soir, on a choisi de parler de l'œuvre indienne de George Sherman et plus précisément des 8 films qu'il a réalisés sur le sujet entre 1947 et 1956, dont on va parler de manière chronologique, et sachant que tous ces films ont été édités en DVD en France et certains même en Blu-ray chez Sidonis, à l'exception de À l'assaut de Fort Clark qui est sorti chez Universal et qui devrait très prochainement avoir un Blu-ray. Et puis il y a Sur les territoires des Comanches aussi qui est disponible chez Elephant Films. Mais j'espère dans le format respecté du coup. J'ai des doutes étant donné que le Blu-ray allemand utilise une copie en 1,78. Donc Ah bon, il a été recadré sur le Blu-ray allemand? Parce que moi, sur je le DVD pense que j'ai, en fait les dernières éditions de À l'assaut de Fort Clark sont toutes en 1,78. Alors, j'ai pas d'autres titres en tête, mais il y a plein d'exemples comme ça dans le catalogue Universal où c'est Je suis un aventurier qui était sorti en 1,33 OpenMate en DVD zone 1, et puis après toutes les éditions suivantes en France et même aux États-Unis étaient en 2.0 ou en 1,85. Oui, moi j'ai la réédition Sidonis de Je suis un aventurier. Effectivement, il est en widescreen. 1,78 ou 2,0, je sais pas quoi, enfin, un format large, un peu bâtard en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est pénalisant pour le film, vous pensez? Vraiment? Beaucoup moins que sur À l'assaut de Fort Clark, je pense. Disons que l'essentiel de l'histoire, enfin du cadrage est préservé. Ouais. Mais il y a des fois, on a l'impression que les plans dans le film avec Stewart, dans Je suis un aventurier, les plans sont un peu trop rapprochés des fois. Il y a une échelle de plan qui ne fait pas tout à fait naturelle. Souvent. Bon, il faudra que je le revoie. De toute façon, il faudra qu'on se fasse. Moi, je ne l'ai jamais vu en 1.33, d'ailleurs. Tous ces films qu'on va vous présenter sont en couleur et ils ont une version française, sauf le dernier des Peaux Rouges qui a été doublé, mais la VF n'a pas été incluse sur le DVD ni le Blu-ray. Donc, on vous invite vraiment à découvrir ces films qu'on va maintenant vous présenter. Et puis, au cours du podcast numéro 3, nous avions évoqué les westerns pro-indiens. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revoir cet épisode.
Le premier film de notre série s'appelle Le Dernier des Peaux Rouges, Last of the Red Men, et il se situe à la fin des années 40. C'est aussi la fin d'une page, puisque Sherman, qui était sous contrat à la Columbia, signe avec ce film son dernier pour le studio. Il y reviendra plus tard, mais derrière Le Dernier des Peaux Rouges, il va faire une carrière assez spectaculaire à l'Universal, dont on va parler après. L'histoire de ce film, c'est une adaptation du roman de James Fenimore Cooper, du Dernier des Mohicans, que vous connaissez très probablement. Il y a eu beaucoup de films sur le sujet, notamment. Il y a eu combien de versions, au fait, on sait, non ? Il y a eu Le Dernier des Mohicans avec Randolph Scott. De George Seitz. 2 années 30, c'est ça, à peu près ? 38. Il y a le film de Michael Mann aussi. Oui, en 93. Avec Daniel Day-Lewis, ouais. Mais sinon, il y a eu aussi une version muette, j'imagine. En 1932 avec Harry Carey. Alors, je suis pas un spécialiste du roman de James Fenimore Cooper, mais j'ai lu que le film se démarquait beaucoup de l'histoire. Comme souvent. Là, je pense que c'est encore plus marqué que les autres versions. Forcément, c'est peut-être dû aussi à la durée du film, non ? C'est ça. Et au budget. Exactement. Parce qu'on reste quand même sur une production Sam Katzman. Qui était réputé pour sa pingrerie. Alors oui, il faut voir tes serials Superman, Sam Katzman, ça volait pas haut. Pour autant, le film, il est tourné en Vitacolor, ce qui n'était pas donné à toutes les productions de 1947 à la Columbia, puisque beaucoup des westerns de la période étaient quand même en noir et blanc, surtout même les Randolph Scott, qui sont des westerns intéressants, où ils mettaient quand même, je pense, un peu de budget, sont en noir et blanc. Et George Sherman dirige ce film à Mount Wilson en Californie. Et tu citais Yosemite tout à l'heure, Fred, sur le forum Western Movies. Yosemite, donc Lionel, qui a déjà fait un podcast, met en valeur 2 plans assez particuliers du film. Je vous invite vraiment à le voir, ce message. Et il dit, sur le film, Sherman devait avoir conscience de la platitude de ce qu'il était en train de réaliser, car lors de l'attaque finale des Indiens, il tente de relever les scènes d'action au travers d'astuces assez amusantes, voire un peu naïves, si je puis me permettre. C'est beau. Alors moi, personnellement, j'avoue être un peu déçu par ce film qui, d'ailleurs, ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs au terme de sa première vision. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais je pense que Sherman a signé d'autres films plus intéressants dans cette période. Mais je pense que tu mets le doigt là-dessus, justement. C'est que souvent, sur le forum, moi, je constate qu'en fait, les gens regardent souvent plusieurs fois un film pour se rendre compte de sa juste valeur. Alors là, je suis tout à fait d'accord. En préparant ce podcast, j'ai revu certains George Sherman. Il y en a qui m'avaient laissé un bon souvenir et en les revoyant, j'ai eu encore une meilleure impression qu'à la première vision. Il vaut mieux dans ce sens-là. Ouais. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne repère pas à la première vision et en revoyant, on sent qu'il y a quelque chose dans ces films. Et puis, justement, on parlait tout à l'heure de Sherman dans ce brillant exposé où tu disais qu'en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la Universal. Donc, en fait, on lui proposait un projet où il choisissait, je ne sais pas. Comme on a très peu de choses sur lui, on peut qu'imaginer. Donc, le gars, en fait, il filme un peu ce qu'il a envie avec le budget qu'on lui alloue. Et je pense que dans le début des années 50, quand il était sous contrat à l'Universal et même sur la période Columbia des années 40, je pense qu'on devait lui imposer la plupart des films. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il devait avoir le talent d'apporter quelque chose de plus pour faire que ça se démarque un peu des autres westerns Universal qui sont bons, mais qui sont, je pense, un cran en dessous. Dans le livre Amis américains de Bertrand Tavernier, où il réhabilite George Sherman après l'avoir un peu méprisé, précisément sur Duel dans la Sierra en 1958, Bertrand Tavernier fait l'hypothèse que George Sherman a choisi de faire ce film puisqu'il n'était plus à l'Universal et il est revenu à l'Universal. La photographie, on sent que Sherman est enthousiaste, qu'il voulait faire ce film. Donc, il y a des contre-exemples et je pense que sur la fin de la carrière de Sherman,
ses films étaient un petit peu plus matures, donc il avait peut-être un peu plus de choix, de poids dans les films qu'il voulait faire. Comme il était sous contrat avec le studio, avec une major company, il devait sûrement faire ce qu'on lui disait et quand même transcender le film par ses propres idées pour étoffer un petit peu la réalisation, pour que ça soit pas juste une mise en scène standard, ce qui aurait d'ailleurs sûrement contenté les producteurs, mais il a apporté de ses idées personnelles pour tirer le film vers le haut. Mais du coup, donc c'est lui qui choisissait ou on lui imposait? C'est ça l'idée? Moi, à mon avis, étant donné qu'il était sous contrat, on lui disait on a besoin de tel ou tel film, on lui proposait peut-être des scénarios, on devait lui dire est-ce que choisis-en un et fais-le, mais il nous le faut pour telle date, avec tel budget, etc. Parce que dans la presse à Vincent, tout à l'heure, on entend bien qu'effectivement, il a beaucoup traité de personnages historiques. C'est quand même son credo. Hein. Ouais. Jim Bridger, tu vois, des Crazy Oui, Horse, tu vois, des gens il comme ça. il en a traité beaucoup, mais il a fait énormément de films. Donc, rapporté au nombre de films, ça doit pas faire 50%. Oui, tout à fait. Non, je parlais plutôt dans les films des années 50, ceux dont on va Ouais. parler ce soir. Parce que, hormis le dernier des Peaux Rouges, hein, qui est plutôt fin des années 40. Mais sinon, on s'était dit, bah, effectivement, il y a tellement de choses à dire, tellement de films. Je sais pas combien il en a fait en tout, mais c'est impressionnant. Hein. Il faut savoir aussi que durant ces années-là, le système des studios, les réalisateurs comme George Sherman, ils finissaient un film le vendredi et on leur disait Ils en commençaient un autre le lendemain. voilà. Ah, c'est Et l'usine, t'as quoi. le week-end pour lire le scénario. Et Même c'était l'usine. Alors Ouais. justement, là, c'est ça qui est intéressant, justement. Et le choix des acteurs et des actrices, du coup, ils étaient imposés par le studio ou ils choisissaient, après vous? Ils étaient sous contrat de toute façon à cette époque. Oui, oui, tout à fait. Mais regarde, par exemple, on imagine très bien, bah, je sais pas, moi, apparemment, il avait l'air de bien s'entendre avec ses acteurs, ses actrices. Ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était pas un réalisateur tyrannique, comme certains ont pu l'être. Je pense à Otto Preminger, entre autres. Mais sinon, oui, il avait l'air de bien s'entendre, vu les photos qu'on voit. Bon, Il faut quand même remettre dans le contexte, c'est que oui, les acteurs étaient sous contrat et il était un peu Et puis obligé il y de avait faire eu avec l'affaire Olivier. Olivia de Havilland qui les avait un peu secoués déjà. Ouais. c'est quoi cette affaire? Tu peux nous éclairer, là? Alors, Olivia de Havilland a fait un procès à la Warner pour pouvoir avoir son indépendance et choisir ses projets. Et ensuite, tous les acteurs, beaucoup d'acteurs se sont rangés de son côté pour pouvoir être producteurs et et mettre leur grain de sel dans la production pour avoir plus d'argent. Et du coup, après les studios, bon, ils ont un petit peu resserré la vis, ils ont blindé les contrats pour pas que ça parte un peu dans tous les sens. On va en parler au cours de ces films. J'ai le sentiment qu'il y a des films où l'acteur qui a été choisi, on l'aurait remplacé par quelqu'un d'autre, ça aurait fait un film d'une autre nature. Et même si on va dans d'autres studios, je pense par exemple à Michael Curtis à la Warner, qui était quand même un réalisateur aujourd'hui qui est un peu plus reconnu, mais il enchaînait les films de la même façon que George Sherman. Et il était obligé de prendre les artistes du studio. Il était tyrannique comme Otto Preminger, mais beaucoup d'acteurs en avaient marre. Rolf Flynn, au bout d'un moment, a dit c'est terminé, je veux plus, et puis ils lui ont donné Raoul Walsh. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous ces cinéastes dont on parle, ils ont fait leurs armes, ils ont fait leur première classe au temps du muet. Et à l'époque du muet, ça tournait du matin au soir. Les tournages étaient les uns à côté des autres sur les studios, vu qu'il n'y avait pas de son. Ils étaient tous côte à côte. Et c'était une usine à gaz, ça turbinait du matin au soir. Non, Et je pense qu'ils ont gardé ce rythme pour être performants et pouvoir enchaîner les tournages. Comme tu disais tout à l'heure, ils finissaient le vendredi un western, ils lisaient le scénario du suivant le dimanche, et puis le lundi, ils étaient à pied d'œuvre sur le plateau. Et pourtant, on rencontre souvent les mêmes acteurs chez Sherman, non? Les mêmes actrices. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est un peu comme Ford. Chez Ford, du coup, ils avaient un peu. C'est-à-dire à la Universal, il y avait des acteurs sous contrat, en fait. Ils avaient un petit vivier d'acteurs, dont Yvonne De Carlo, notamment, Rory Calhoun, des acteurs comme ça. Et souvent, ils revenaient
d'un film à l'autre. C'est ce qui donne l'impression un peu de film en famille, comme tu disais aussi tout à l'heure. Mais, C'est ça qui me plaît d'ailleurs dans ces productions. On change pas Ouais. l'équipe qui gagne. Mais c'est pas Voilà. que les acteurs principaux, il y a aussi les acteurs Les secondaires. techniciens. Oui, il y a John McIntyre. Là, on va voir dans les films ce soir, il y a John McIntyre, il y a Charles Drake, Oui. et j'en oublie plein d'autres. Mais je pense que c'était plutôt des choix subis. C'est qu'on leur disait, on te propose un tel, parce qu'ils sont sous contrat, donc ils coûtent pas cher. Et si George Sherman avait dit, je veux récupérer Alan Hale de la Warner ou un autre, ils Ou Alan auraient. Ladd. Voilà. Alors, en revanche, les acteurs prestigieux comme Victor Mature et autres, là, je pense que c'est pas anodin. Et pour être tout à fait honnête, j'ai vu le début. J'ai vu qu'il y avait effectivement Buster Crabbe qui jouait Magua. Et franchement, je me suis dit, ouais, pourquoi pas revoir une énième version du dernier des Mohicans, surtout par Sherman. Pour être honnête, je dois dire que j'aurais pu le prendre. Je l'ai souvent vu à OCD, le dernier des Peaux-Rouges. Mais étant donné que sur le forum, il a une réputation un peu piteuse, ça m'a un peu refroidi. Je n'ai pas osé le prendre de peur de tomber sur une série Z, en fait. Les films avec John Hall étant pas très réputés. Oh, il y en a des biens dans le lot. Mais c'est sûr que c'est pas des films à gros budget. Il faut aimer. Alors, après, tu l'as aimé du coup, Vincent? Je n'ai pas compris. non, enfin, je disais que j'avais été déçu par le film. Je pense qu'il faudrait que je le revoie pour avoir une opinion. Je pense plus qu'effectivement, tranchée. au bout de la 5e vision, je pense que tu vas l'aimer. Bon, l'aimer, sans doute pas autant que d'autres, mais peut-être que j'aurai un peu plus d'empathie. Bon, j'ai même regardé, pour tout te dire, le dernier des Peaux-Rouges, qui finalement, c'est une bonne petite série qui est pas prise de tête, qui est intéressante. Moi, je trouve que le dernier des Peaux-Rouges, finalement, il n'est pas si mal que ça. Hein. À un moment donné, il y a un dialogue entre... parce que, bon, bien sûr, c'est adapté, ils ont pas du tout... ils ont pas tenu compte vraiment du bouquin de Cooper, quoi. Hein. Et du coup, ils ont élagué, ils ont même supprimé des personnages. Donc, il reste plus que en fait, Uncas et Hawkeye. Et ils ont supprimé carrément le rôle de Shingaku, donc le père d'Uncas. Hein. Et à un moment donné, il parle d'une femme, d'une des deux sœurs, je me souviens plus laquelle, je crois que c'est Cora. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Cora, dans le bouquin, c'est elle qui meurt. C'est la plus vieille. Et la plus jeune, elle survit en fait. Et là, a priori, dans le film de Sherman, je crois qu'ils ont inversé les prénoms, mais ils ont quand même fait mourir la plus vieille. Et donc, dans la version de Michael Mann, c'est la petite sœur qui meurt. Et donc, à un moment donné, il parle de Cora, c'est-à-dire que Uncas, en fait, parle de Cora, et Hawkeye réagit là-dessus en disant ouais, c'est une femme qu'il faut mater, parce que c'était le discours à l'époque du machisme absolu, et ça m'avait frappé, quoi. J'avais été un peu surpris par ce genre de discours, quoi. En gros, voilà, elle est pas facile à dompter, quoi. Ouais, mais ça, c'est le point de vue de l'Indien, quoi. Bah, en fait, étant donné que, si tu veux, Hawkeye, en fait, c'est un blanc, mais qui a été élevé chez les Indiens, bon, il a un regard un peu différent. Il a adopté leur mère rude. Bon, ça peut être un peu à sourire maintenant, puisque, effectivement, surtout, ça ferait hurler les féministes d'aujourd'hui. Ah bon, je me suis pas ennuyé, mais c'est pas un film, voilà, c'est pas un film oubliable. Hein. Le dernier des Peaux-Rouges, 1947, était le premier film de ce cycle. Ah, mais on me dit qu'un éclaireur veut prendre la parole. Last of the Red Men, le dernier des Peaux-Rouges, qui date de 1947 et est la première vraie rencontre de George Sherman avec les Indiens. Alors je dis vrai entre guillemets parce que, même s'il a tourné des westerns auparavant, dans les quelques-uns que j'ai vus, les Indiens n'apparaissent pas ou quasiment pas. Et je mets ce vrai entre guillemets pour une deuxième raison. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'adaptation du dernier des Mohicans d'une part, et d'autre part que ça a été tourné en Californie, donc la vraie rencontre attendra encore un petit peu. D'autant qu'on ne peut pas dire que celle-ci, cette première rencontre, soit placée sous les meilleurs auspices, puisqu'il s'agit d'une version fauchée du dernier des Mohicans. Tellement fauchée d'ailleurs que non seulement elle a été partiellement tournée à Corriganville, mais le rôle de Chingachgook a été complètement enlevé des tablettes, du scénario, et donc du casting. Alors pourquoi fauché ?
Eh bien, quand je vous aurais dit que le producteur est Sam Katzman, vous aurez compris. Pour celles et ceux qui ne verraient pas ce que cela signifie, je leur conseillerais de jeter un coup d'œil à des westerns comme Brave Warrior, La levée des Tomahawks en 52 de Spencer Gordon Bennett, The Pathfinder, Le trappeur des Grands Lacs en 52 toujours de Sidney Sacco, et Fort T en 53 cette fois de William Castle. Alors Katzman semblait avoir une prédilection pour cette période coloniale, la French and Indian War, la guerre de 7 ans, période pré-révolution américaine et conquête de l'Ouest. Et rien que d'évoquer ces titres, j'ai presque envie de pleurer. Mais ça vous donnera une idée de ce que j'entends par fauché. Et ce dernier des peaux rouges se tire, à mon avis, à peine un peu mieux du lot. Et ce, grâce à la débrouille et au savoir-faire de Sherman. Alors, question casting, pour jouer les sagamores des deux tribus au bord de l'extinction, pas des Indiens donc, mais l'insipide, transparent Rick Valin, dans le rôle d'Uncas, qui est un habitué des rôles exotiques, indien d'Inde ou d'Amérique, polynésiens, moyen-orientaux, et que Sherman réutilisera d'ailleurs plus tard dans Comanche Territory, le territoire des Comanches, où il sera à peu près aussi charismatique. Et le musculeux Buster Crabbe, qui s'en tire un poil mieux, je dois dire, bien qu'il soit épilé pour le rôle, celui du méchant Magua. Il nous joue ténébreux, mais n'en fait pas trop, je trouve, pas trop Sagamatamo. Le film ne dure qu'1h19, mais par rapport au roman de Cooper, on peut pratiquement jouer au jeu des 40 erreurs. Et on a droit à un ou deux moments d'action avortés, plan-plan, comme souvent chez Sherman. Mais aussi à quelques bons points, comme autant de plans un peu travaillés, un peu recherchés, quelques paysages de l'arrière-pays californien, des couleurs de cinécolor qui ont mal tourné, mais qui donnent au film un air délicieux de vieil album de chromo naïf retrouvé dans le grenier. Et un Hawkeye plus humoristique, moins tendu, plus ordinaire, interprété avec bonhomie et un fond d'accent irlandais par Michael O'Shea. Et enfin, les figurants iroquois, qui sont ainsi désignés dans le film, et non sous le nom de Hurons, comme généralement dans le dernier des Mohicans. Mais c'est correct quand même, puisque les Hurons faisaient partie de la grande famille des Iroquois. Alors, les figurants, donc, sont principalement interprétés par des acteurs amérindiens installés en Californie, parmi lesquels John Warrigal, que Sherman retrouvera 3 ans plus tard. Et pour en finir, le film ne devant sans doute pas dépasser les 80 minutes, on fournit sur la fin des chevaux aux Hurons, qui jusque-là ne se sont déplacés qu'à pied. To speed it up, sans doute, pour accélérer un peu l'action et boucler l'affaire dans les délais. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur Last of the Red Men, le dernier des peaux rouges. Sherman arrive à l'Universal dès la fin des années 40, donc après Le Dernier des Peaux Rouges, pour un corpus de films, dont 3 avec Yvonne De Carlo. Et il fera pas moins de 5 films durant la seule année 1948. Et on arrive au deuxième western de notre cycle, en 1950, sur le territoire des Comanches, Comanche Territory, qui lui permet de diriger Maureen O'Hara et MacDonald Carey. Et Thibaut va nous en parler. Tu veux dire la sublime Maureen O'Hara, hein Thibaut? Ah oui, tout à fait. Alors, eh bien, sur le territoire des Comanches, donc, Comanche Territory en anglais, sorti en 1950, comme on a dit. Alors pour moi, c'est un des premiers westerns classiques des années 50 que j'ai acheté, il y a déjà 5 ans, avec Tomahawk, L'attaque de la Malposte, et Calamity Jane et Sam Bass, un autre George Sherman, mais qui n'est pas avec des Indiens. C'était alors que je débutais mon exploration dans le genre western, comme je le disais tout à l'heure hors antenne. Alors c'est peut-être pas le meilleur western tourné par Sherman, et pour moi ça reste une sympathique série B, à l'intrigue qui a le mérite d'être concise et bien conduite. Concernant les acteurs, alors MacDonald Carey, il tient bien son rôle, celui de Bowie, le créateur du fameux couteau Bowie, vous savez, ce gros couteau à lame plate qu'ont souvent les trappeurs. Et Bowie qui a participé, qui a été partie prenante au siège du Fort Alamo. Tu veux dire le même couteau que possède Yves? Oui, qui nous l'a souvent montré d'ailleurs. C'est vrai, et en plus Yves ressemble à un trappeur. MacDonald Carey n'est sans doute pas le comédien le plus représentatif du western, il faut être juste, mais je le trouve intéressant, notamment dans La chevauchée de l'honneur, qui était le remake des Texas Rangers, La Légion des damnés de King Vidor, et surtout dans La caverne des hors-la-loi de William Castle en 1951.
Quant à Maureen O'Hara, la fameuse Maureen O'Hara, qui est une des grandes actrices du western, faut lui reconnaître ça, même si personnellement elle m'agace un peu, elle m'énerve souvent. Elle tient ici le rôle féminin principal. Elle campe comme souvent un personnage de femme à poigne, au caractère bien trempé, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tu n'aimes pas les rousses? Ah si, j'adore les rousses, mais pas elle. C'est d'ailleurs un rôle assez similaire à celui qu'elle tiendrait peu après dans La Belle Rousse du Wyoming, en 1953, tourné par Lee Cholem. Il faut également souligner le caractère comique de certaines scènes de ce western, notamment à travers le personnage de Dan Seeger, que joue l'acteur Will Geer, ce diplomate un peu maladroit et farfelu qui est sauvé par Bowie au début du film, alors qu'il est venu parlementer avec les Indiens qui le kidnappent. C'est un personnage comme on en retrouve souvent dans les albums de Lucky Luke, par exemple. D'ailleurs, je pense, quand MacDonald Carré donne la fessée à une Maureen O'Hara coincée sous une table dans le saloon sans dessus-dessous, au cours de la bagarre, on se croirait vraiment dans une case de Lucky Luke. Je faisais référence à Will Geer, c'est le fameux trappeur dans Jeremiah Johnson. Ah oui, Jeremiah Johnson, il a joué Bear Claw. Ouais, c'est le trappeur qui rencontre Redford au début. Comme j'ai pas vu Jeremiah Johnson. Ah, tu n'as pas vu Jeremiah Johnson? Ah, pardon. Je connais l'histoire de Jeremiah Johnson. Si tu veux me mettre le film avec Redford, je ne l'ai pas vu. Il faut tout de suite que tu ailles le voir. Hein. On entre dans la catégorie de western, entre guillemets, plus récent, que j'aime pas trop, en fait. On sort du carcan des années 50, limite 60. Voilà, mon seuil de tolérance, à part quelques exceptions ponctuelles, ça sort pas des années 60, si tu veux. C'est les années 40-60, voilà. Oui, non, mais tu vas l'aimer. Après, il arrive que ponctuellement, j'aime bien des westerns plus récents, hein, comme Open Range, Danse avec les loups et ces choses-là. Si tu aimes Open Range, c'est vraiment si tu aimes ce genre de film, tu vas forcément aimer Jeremiah Johnson. Il faudra que je le voie, alors. Et fais-moi plaisir, regarde aussi L'Homme Tranquille. The Quiet Man. L'Homme Tranquille, c'est avec... C'est John Wayne et Maureen O'Hara. Ouais. Oh là là, Maureen O'Hara. Vous me voulez du bien, hein. Et Rio Grande aussi. Lui, je l'ai. Et je l'ai revu pendant le premier confinement Rio Grande. Et j'en avais guère de souvenirs. J'ai été agréablement surpris, je dois dire. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une critique sur le forum. Pour une fois, Maureen O'Hara, je l'avais trouvée pas trop exaspérante. Pour conclure mon intervention, je dirais que c'est pas le plus mémorable des westerns, ni du genre en général, ni de Sherman en particulier, mais c'est un opus durant lequel on ne s'ennuie pas et qui fait toujours passer un bon moment quand on le revoit. Sur le territoire des Comanches, je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit notre ami Thibaut. Maintenant, sur Maureen, un peu moins. Je pense que Maureen tient vraiment le premier rôle. Hein. D'ailleurs, je crois qu'au générique, je suis même presque sûr qu'on voit d'abord. Elle est en premier. Ouais, tout à fait. Et même sur l'affiche, hein, Maureen O'Hara, MacDonald Carré. Et donc, du coup, justement, voilà, c'est un peu ça que je trouve très bien, c'est que pour une fois, une actrice tient le premier rôle, un peu comme O'Hara d'ailleurs, dont on va parler tout à l'heure. Donc, à part ça, bon, c'est vrai qu'il y a de beaux paysages. L'histoire, elle est sympathique, elle se regarde avec plaisir. Effectivement, tu faisais référence tout à l'heure à Jim Bowie. Encore une fois, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. C'est son credo, c'est son truc. Dans les années 50. Voilà, il en fera d'autres, hein, et du coup, Comanche Territory, moi je trouve que faut pas passer à côté, ça se regarde avec plaisir, même si c'est pas mémorable comme tu dis. Je suis d'accord. Maintenant, il y a Maureen. Moi, je vous rejoins et je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce western, notamment grâce à Will Geer dont Thibaut parlait. Et que du coup, il se démarque des westerns suivants qu'on va évoquer ce soir, qui ont un ton un petit peu plus dramatique et qui sont surtout des films à message. On n'est pas dans la comédie, mais c'est un film qui reste assez optimiste. Et d'ailleurs, c'est un spectacle familial, disons. Voilà, je le mettrais plus sans que ce soit péjoratif de ma part, c'est un western généraliste qui coche les cases du western urbain, avec des scènes de saloon et de bagarre, et qui nous rajoute l'intrigue indienne au milieu de tout ça. En termes d'humour, il y a cette scène au début du film, quand Maureen O'Hara rencontre MacDonald Carré, il y a ce défi à cheval où il faut tenir les verres d'alcool sans les renverser. Ah oui, exact, super.
Ouais, je me qui, rappelle de ça. qui est Ouais. quand même une scène assez succulente. Et Mm. puis il y a des scènes de chansons de Maureen O'Hara, donc c'est quand même assez, oui, Atypique. Ouais. ouais, et Puisque tu parles de la chanson, Vincent, c'est une constante, j'ai remarqué, dans les westerns Universal, il y a beaucoup de chansons. Il y a souvent des personnages féminins qui poussent la chansonnette, et notamment Yvonne de Carlo. ouais. Dans L'homme qui n'a pas d'étoile, Kirk Douglas qui nous fait un coup de banjo aussi, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et il chante et nous enchante. Pour être honnête, ce film, je l'avais vu, il m'avait laissé plutôt un bon souvenir et je l'ai revu avant ce podcast et c'est vraiment parmi les 8 films qu'on voit ce soir, celui qui m'a le plus surpris par rapport à ma première vision. Le sujet pro-indien dans ce film, il est là parce qu'on a des Indiens qui sont représentés comme ayant de l'honneur, comme étant des hommes de parole, mais qui sont trahis par des hommes blancs malhonnêtes. Je ne vais pas spoiler le film. Et au début du film, il y a une scène assez marquante où Will Geer est blessé, qui rencontre McDonald Carey. Et McDonald Carey lui dit, c'est les Comanches qui a fait ça. Will Geer lui répond, non, c'était pas eux, les Comanches sont gentils. Et ensuite, il dit, c'était un serpent. Et dans le dialogue qui va s'en suivre, on comprend que c'était pas vraiment un serpent, mais que c'était un homme blanc malhonnête. Et ce film, il est sorti en avril 1950, 4 mois avant La Flèche brisée et 5 mois avant La Porte du Diable de Mann, dont on va sans doute reparler. C'était La scène- une période très riche pour le western quand même, hein, faut reconnaître. Oui, mais ça fait de ce film un film un peu pionnier alors bien sûr, on va nous dire qu'il y a eu plein de westerns pro-indiens dans les années 30, mais par rapport au mouvement qui va être lancé au début des années 50 avec La Flèche brisée et La Porte du Diable, celui-ci était là avant. Et d'ailleurs, on voit, tu évoquais la scène du début, là où il y a la rencontre entre Will Geer et Macarel. En fait, on voit des Indiens. Alors, apparemment, ça doit être des Navajos, je pense. Et on voit même Iron Ice Cody. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, il est crédité. Enfin, il est mentionné dans la fiche du film, mais il paraît-il n'est pas crédité au générique. Mais on le voit souvent dans les films de Sherman. Hein. En tout cas, je pense que ce film souffre d'un manque de charisme de McDonald Carey. À titre de comparaison, Alan Ladd dans La Maîtresse de Fer interprète un Jim Bowie beaucoup plus intéressant et charismatique, je pense. Et je suis sûr que si James Stewart ou Tyrone Power avaient pris le rôle de McDonald Carey, le film aurait pu devenir un classique. McDonald Carey, il est pas mauvais en soi, mais il est meilleur dans d'autres films. Dans La Chevauchée de l'honneur, je l'ai trouvé bien meilleur quand même. Oui, c'est vrai que tu t'as cité au moins 2 films, celui de William Castle aussi, Cave of Outlaws. La caverne des hors-la-loi. Ouais, où je trouve qu'il est meilleur. Il y a quand même des scènes avec Maureen O'Hara où c'est vraiment. Alors c'est peut-être aussi le personnage, le rôle qui était écrit comme ça, pour être un peu lisse, un peu fade quelque part, un peu consensuel. Ouais. Il y a aussi la façon dont on lui dit d'interpréter le rôle, je pense. En revanche, je trouve que Maureen O'Hara, pour le coup, elle a un rôle très très bon que je mettrais au-dessus de celui de À l'assaut de Fort Clark dont on parlera, parce que c'est une femme qui n'est pas une potiche Non, pas du tout. et elle manie très bien le fouet d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je trouve que dans Le Territoire des Comanches, Maureen, elle vampirise un peu le film d'ailleurs. McDonald Carey, il est effacé à côté d'elle. Oui. Un peu. C'est vrai. Dès qu'elle apparaît dans une scène, c'est peut-être ça qui m'agace avec cette actrice. Et À l'assaut de Fort Clark, elle est plus à égalité avec Jeff Chandler. Il faut dire Jeff Chandler, c'est un acteur qui a peut-être plus de présence et de charisme qu'un McDonald Carey. Sur ce que vous avez dit par rapport à Maureen O'Hara, sur le personnage du film, c'est vrai que c'est 2 personnages différents par rapport à l'assaut de Fort Clark, où en fait, à l'assaut de Fort Clark, elle est un peu plus en retrait, elle est plus en attente, alors que là, effectivement, elle est plus sur le devant de la scène, elle maîtrise plus les rênes, on va dire, hein, parce qu'on la voit souvent justement avec des rênes dans les mains, ce qui n'est pas du tout le cas du personnage dont elle campe dans le film War Arrow, où là, en fait, c'est vraiment un autre personnage totalement différent. C'est ça qui est intéressant dans cette actrice, c'est qu'elle a plusieurs facettes, heureusement. Mais on y reviendra. Ouais, et puis c'est un rôle qui aurait très bien pu convenir à Yvonne de Carlo aussi. Tout à fait.
Et j'aurais préféré du reste. Je pense que Non, je verrai- autant j'adore Jim Tierney ou Yvonne De Carlo, tante Yvonne, mais autant Maureen, je sais pas pourquoi, elle me crispe, elle me hérisse. Et un dernier mot sur le territoire des Comanches. Moi, je trouve que mais j'y reviendrai pour d'autres films, c'est un exemple parfait du film de Sherman où on sent la nature, l'environnement qui sont mis en valeur. Le film, il a été tourné à Red Rock Crossing en Arizona et chaque scène donne vraiment une impression d'authenticité. Dans la scène d'ouverture, quand j'ai revu ce film, je me suis dit, oui, on a l'impression d'être dans l'Ouest, d'être dans ce village indien qui fait pas du tout artificiel, puisqu'on voit les buts en arrière-plan. Et on se dit, bah ça, c'est pas un studio où ça a été reconstitué dans le ranch de l'Universal. On a l'impression qu'on est vraiment dans l'Ouest. C'est vrai Moi, que- je dirais que c'est un western, si tu me passes l'expression, Vincent, un peu un western d'Épinal. C'est-à-dire, c'est le western tel qu'il doit être. Voilà, C'est bien dit. Et en même temps, c'est un western tel qu'on veut qu'il soit aussi, peut-être, non? bien sûr. Vous venez d'entendre le premier chapitre consacré à George Sherman et ses œuvres indiennes. Dans de prochains épisodes, nous parlerons de ses autres westerns indiens, dont Tomahawk, Comanche, Reprisal et Le Grand Chef. La photographie shermanienne des décors naturels, il donne quand même envie d'y aller. Elle regarde Jeff Chandler, pas besoin de dialogue, tout est suggéré, il y a une sensualité qui se dégage, elle a un geste et ça suffit. C'était épicé comme dialogue pour Voilà. l'époque. Et lui, À mon avis, la censure devait pas s'intéresser tellement à ce genre de film. C'est pour ça que les dialogues passent ses crèmes. Vous pouvez réécouter ce podcast sur notre chaîne YouTube ainsi que Apple Podcast et Podcast Addict. Merci de votre attention et vive le western!